organisatrice. Donc bonjour à tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Bois pour cette conférence sur les métiers bancaires et je vais laisser la parole donc à l'équipe organisatrice qui va animer cette conférence. Bonjour à tous. Alors merci d'être présents aujourd'hui pour notre conférence. Alors nous allons accueillir aujourd'hui Monsieur Bois, Patrick, qui va être notre conférencier. Alors Monsieur Bois va nous parler des différents métiers au sein de la banque et de l'évolution de la banque ces dernières années à travers son expérience professionnelle. Alors, donc la conférence va se dérouler en 2 temps. Donc, premièrement, nous laisserons la parole à Monsieur Bois. J'interagirai en lui posant quelques questions également. Et donc la deuxième partie va se dérouler avec des questions. Donc, vous poserez toutes les questions nécessaires. Donc, il faudra lever la main, s'il vous plaît, dès que vous aurez une question. Et moi, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez la poser. Voilà. Alors, du coup, Monsieur Bois, je vous laisse vous présenter. D'accord. Alors, Patrick Bois, je suis président du Crédit Mutuel de Juvisy, sur Orge. Et j'ai une longue carrière, je suis retraité, mais j'ai une longue carrière dans la banque puisque je n'ai jamais travaillé dans d'autres établissements que dans des banques. Donc, dans un premier temps, stagiaire étudiant l'été, avant la fin de mes études, dans une banque privée. Et ensuite, une banque privée qui se trouvait dans le 9e arrondissement de Paris. Et ayant fait des études comptables, je pensais faire un peu de comptabilité, mais on ne m'en a pas laissé faire parce que les stagiaires, on leur fait classer. À cette époque-là, il n'y avait pas l'informatique, puisqu'on se trouvait dans les années 68, 69, 70. Donc, il n'y avait pas d'informatisation et on classait les extraits de compte à la main. Et bon, c'était une petite banque, une banque d'affaires, mais il y avait du travail. Et comme j'avais l'habitude déjà de me présenter en costume-cravate, la banque étant gérée par des banquiers tels qu'on les a connus dans les années, où ils avaient des affaires avec des industriels et des grands chefs d'entreprise, eh bien, c'était moi qui étais chargé d'aller porter le petit Marocain avec les extraits de compte des clients dans le bureau de ces messieurs, les grands directeurs de la banque. Et donc, j'ai eu l'occasion de croiser des personnalités telles que le commandant Cousteau, Claude Pieplu, et donc des personnalités comme ça. Et bon, alors le travail n'est pas d'un intérêt vraiment intéressant pour la carrière bancaire, mais c'était déjà un petit début. Ensuite, à la fin de mes études, j'ai passé un bac G, donc j'avais pas un niveau bien élevé dans la comptabilité, mais j'ai passé un BECS et un brevet professionnel de comptable en même temps, ce qui fait que en fait, donc je suis arrivé dans une banque, à la Banque Populaire de Tours, où j'ai été recruté en 1971. À ce moment-là, il y avait une informatisation énorme IBM, les grosses armoires qu'on a connues par le passé. Il n'y avait pas d'informatique de bureau, les gens travaillaient de façon presque manuscrite. Et peu à peu, la banque s'est informatisée. J'y suis resté 10 ans dans cette banque. La banque s'est informatisée et ensuite, je suis passé dans les services commerciaux de la banque, c'est-à-dire guichetier, guichetier payeur, puisqu'on avait, chaque guichetier avait une caisse. C'était à l'agence principale de Tours Centre et on était 7 guichetiers payeurs et on payait les chèques, on prenait les versements, enfin c'était toutes les opérations de caisse que vous connaissez peut-être un peu. Ensuite, je suis passé conseiller d'épargne, c'est-à-dire que je conseillais les clients pour leur placement, et je suis devenu ensuite démarcheur
parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de transporteur de fonds. Donc, on allait chez les clients collecter les fonds de leurs recettes. Et en même temps, on leur faisait des placements et on les renseignait sur. On faisait leurs opérations bancaires à domicile. Hein, mais les clients commerçants, hein, bien sûr, hein, pas les particuliers. Chez les particuliers, on avait un travail un peu spécial, c'était d'aller retirer aux mauvais payeurs et aux débiteurs les cartes bancaires et les chéquiers. On allait au domicile, donc faire un petit peu de la récupération de ce qu'on ne voulait plus qu'ils aient en main. Voilà. Alors ça, c'était l'essentiel de mon travail. Ensuite, eh bien sûr, je suis monté un petit peu en grade. J'ai été sous-chef de bureau et j'ai été ODP 2 ou 3 fois. Hein, et puis, et en tant que démarcheur dans la rue et en agence également. Et puis, j'ai demandé ma mutation pour Paris, où donc je suis arrivé à la Banque Populaire de Corbeil-Essonnes, hein, où j'ai été dans un premier temps conseiller, et puis ensuite j'ai fini sous-directeur de l'agence. Pourquoi 10 ans après seulement? Parce que j'ai passé un concours d'entrée à la Banque de France et donc j'ai été reçu à ce concours. Et là, j'ai fait beaucoup de choses. En fait, j'ai appris le métier de la banque véritablement à la Banque Populaire dans mes 10 premières années, parce qu'après, à la Banque de France, on ne faisait plus du tout la même chose. Et alors, je suis passé, alors, pour vous montrer un petit peu l'évolution technologique, la Banque Populaire, c'était bien informatisé, donc on avait tout un système informatique qui était performant pour le service aux clients. Et à la Banque de France, je suis arrivé à la Caisse Générale, qui était donc la structure qui délivrait les billets et les monnaies donc aux banques et à certains clients particuliers. Et là, on travaillait de nouveau à la main. C'est-à-dire qu'on était en 80 et on était retourné à un travail manuel, c'est-à-dire que les billets étaient comptés à la main, reconnus pour leur authentification à la main, et vous aviez des ateliers de 80 à 100 personnes, donc où on faisait ce genre de travail-là. Et ensuite, bien entendu, les statistiques étaient tenues également sur de grands livres à la main. Il n'y avait aucune informatisation. Je vous montre là un petit peu l'évolution technique des process. Donc, à la Banque de France, j'ai fait ce travail-là pendant quelques années. Puis après j'ai été affecté à la gestion des réserves d'or. Il y avait 3900 tonnes d'or qui étaient enfermées sous 42 mètres de sous-sol. Et donc là, le travail était intéressant parce qu'il s'agissait de régler les règlements entre banques centrales nationales. Donc il y avait une palette d'or pour l'Espagne, pour le Portugal, pour les différents pays hein, et du monde entier à l'époque. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il n'y a plus que de l'or européen, puisque tous les stocks ont été reversés à la Banque Centrale Européenne depuis sa création. Alors, ça a été des parties vraiment très manuelles. Bon, j'encadrais un peu de personnel et on a restructuré, bien entendu, comme c'est le cas dans beaucoup d'établissements tels que j'ai connus tout au long de ma carrière. On a restructuré les services, les directions, pour en arriver à un moment où là, je me suis parti vers les services sociaux, donc je m'occupais de syndicalisme. Et ce qui m'a permis de connaître énormément de choses sur le fonctionnement de la Banque de France, enfin de mon entreprise. Et donc, ça a été très intéressant au niveau des contacts et du relationnel que j'ai pu me faire. Et donc, suite à ça,
j'ai eu à un moment une opportunité d'aller prendre la direction d'un centre dans les Hautes-Alpes, où j'y suis resté 4 années. Vous voyez, j'ai fait des tas de choses qui étaient pratiquement plus en relation véritablement avec le système bancaire. J'étais un petit peu en dehors du système bancaire. Et donc, à la suite de cela, donc en revenant de mon poste des Hautes-Alpes, là, je me suis occupé de la chambre de compensation. Alors, la chambre de compensation, c'était la chambre de compensation des banquiers de Paris, qui se tenait derrière l'Olympia. On avait 2 séances par jour pour les échanges entre les valeurs, parce qu'à ce moment-là, on s'échangeait les valeurs entre banques manuellement. C'est-à-dire que des coursiers arrivaient avec des tonnes de chèques et il y avait environ 75 à 80 guichets. Toutes les banques qui étaient présentes sur la place de Paris avaient un guichet et s'échangeaient les paquets de billets suivant les banques. On s'ajustait une première fois pour midi et il y avait ensuite une seconde séance à 15 heures au cours de laquelle on devait être ajusté entre banques, être d'accord, se mettre d'accord. Et bien entendu, si on n'avait pas pu le faire suffisamment dans les temps, eh bien, il y avait des pénalités. Et donc, je m'occupais de la centralisation de l'ensemble des échanges de chèques, puisqu'il y en avait beaucoup, beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup moins de monnaie scripturale et de flux, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de carte bleue. Hein, les cartes commençaient tout juste à naître. À ce moment-là, vous voyez, encore une évolution technique et technologique dans le métier. Et donc, par rapport à cela, comment dire, ensuite, comme ça devenait de plus en plus lourd au niveau de ces opérations de manipulation, il a été décidé, et comme c'est le cas maintenant, que la compensation n'existerait plus maintenant que sur 24 heures. Donc, c'est-à-dire qu'elle tournerait en continu et on s'échange les flux de cartes bancaires, encore quelques chèques, mais il y en a beaucoup moins en quantité. Hein. Et donc, c'est encore une évolution du métier là qui s'est fait. La Banque de France ne restant plus que dans le traitement des chèques du Trésor. Donc une quantité relativement infime de chèques, mais de gros chèques, puisqu'il s'agissait des règlements de la CEITA, c'est-à-dire la Régie des tabacs, ou les compagnies pétrolières par rapport aux ventes d'essence et de carburant. Et puis les chèques des gros contribuables de la France, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui payent des impôts de façon importante. Alors voilà, c'était la partie compensation. Et ensuite, j'ai été reversé à nouveau dans les services de tri des billets et des monnaies, mais on traitait essentiellement les billets et les machines étaient très très performantes, ce qui fait que une machine avec un opérateur traitait à peu près ce que traitaient les 80 agents qui étaient affectés chaque jour dans les ateliers précédemment. Donc encore une évolution technologique importante. Et maintenant, bon, il y avait des centres un petit peu dans toutes les succursales de France. Et maintenant, il n'y a plus que quelques succursales qui sont ouvertes pour faire quelques échanges de billets, mais tous les billets sont traités dans des centres industriels beaucoup plus importants, où il y a beaucoup moins de personnel, bien entendu, puisque les machines sont très, très performantes. Ensuite, donc, ça a bien entendu, toute cette mécanisation a généré encore des restructurations. Et là, il m'a été offert de devenir conservateur des collections numismatiques de la Banque de France. C'est-à-dire que c'est une collection qui est la 3e en France, après la Bibliothèque nationale et la Monnaie de Paris.
Donc, j'ai géré pendant 9 années, 10 ans, non 10 ans, les collections numismatiques de la Banque de France. Alors, cette collection datait de 1880 à peu près, où un caissier de la Banque de France était sensible à la numismatique. Et donc, cette collection était d'une richesse importante. Bien sûr, elle était conservée près du stock d'or, près des réserves d'or dont je vous parlais tout à l'heure, à 42 mètres sous terre. Et donc, je faisais visiter, nous étions une équipe de 5 personnes, et je faisais visiter aux personnalités qui venaient rencontrer à l'époque le gouverneur Trichet qui voulait devenir, comment dire, président de la Banque Centrale Européenne, puisque tout était en cours de création. Et donc, à ce moment-là, j'ai reçu tout le gratin mondial économique et financier pour des visites, des réserves d'or et des collections numismatiques de la banque. Parce que c'était vraiment une collection privée et tout le monde n'y avait pas accès, bien entendu, et ce n'était pas public. Alors depuis, pour votre information, il a été créé la Cité de l'économie et de la monnaie, dont vous avez peut-être entendu parler et que je vous invite à aller visiter. Elle se trouve dans le 17e arrondissement, dans une ancienne succursale de la Banque de France qui a été rénovée. Et donc, mais vraiment, vous y trouverez tout ce qui touche à la monnaie, puisque c'est un musée qui a été fait en collaboration avec la Monnaie de Paris, le Trésor public. Et donc, vous y trouverez toutes les informations sur la monnaie, son fonctionnement, et elle est destinée aux étudiants, aux chercheurs et aux visiteurs, bien entendu. Et donc, surtout, quand ça rouvrira, parce que pour l'instant, je pense que ça doit être fermé, surtout, n'hésitez pas à aller visiter cet établissement. Et vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant. J'ai participé au début de la préparation de ces travaux-là. Et ensuite, j'ai terminé ma carrière les 10 dernières années comme directeur financier du comité central d'entreprise, qui était une PME avec 250 salariés et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais vous voyez, donc j'ai suivi, et on peut suivre dans les banques, dans certaines banques en tout cas, il y a une foultitude de métiers qui offrent un panel de carrières tout à fait, dans des domaines tout à fait différents, et même hors banque pratiquement. Voilà, donc l'essentiel de ma carrière, des 45 années. Et je suis en retraite depuis 2015. Merci, Monsieur Bois. Voilà. Votre expérience a été vraiment très diversifiée et très enrichissante. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au sein de votre carrière? Alors, des difficultés, non, jamais. Je vous dirais franchement qu'à partir du premier jour où je suis entré dans une banque, je n'ai jamais, disons, comme ça peut arriver, et j'entends certaines personnes le dire, aller reculons travailler, parce que franchement, je me suis toujours intéressé à mes métiers. Quand le métier n'était pas trop valorisant, j'ai essayé de le valoriser de par moi-même, parce qu'en fait, on peut le faire de par soi-même, rendre son travail intéressant, même s'il paraît un petit peu routinier et habituel et facultatif. En fait, en y mettant un peu du sien, on trouve toujours le moyen de rendre son métier et son poste intéressant. Non, j'ai jamais eu de difficultés particulières, sauf un petit peu à la Banque de France, mais je dirais que ça c'était pas propre à moi, c'était propre au système de fonctionnement et de hiérarchisation de la Banque de France, où quand vous aviez passé un concours, si vous n'en aviez pas passé un autre pour pouvoir faire autre chose, vous ne pouviez pas changer beaucoup d'activités. D'accord. Ouais, j'ai eu cette chance-là, c'est de pouvoir justement passer ces ponts-là et de pouvoir gravir un petit peu les différentes échelles et changer de métier, parce que je n'étais pas du genre à rester toujours en la même place. Il y a eu des moments où je suis resté 2-3 ans dans un poste et puis après, je faisais autre chose.
Et il n'y a que sur la fin de ma carrière où, aux collections numismatiques et à la direction financière du comité d'entreprise, que j'ai véritablement gardé des postes longtemps, mais autrement, non. Je suis même parti au-delà de l'âge de la retraite parce que je pouvais partir à 60 ans et je suis parti à 63 ans parce que j'avais un travail intéressant. D'accord. Alors, quelle a été votre expérience la plus enrichissante dans le domaine bancaire, du coup? Alors, dans le domaine bancaire, expérience enrichissante, essentiellement, bon, à part le management, parce que je me retrouvais quelquefois avec 80, 100, 120 personnes à diriger, avec des chefs de service, avec des personnes comme ça, et en fait, bon, il y avait toujours des problèmes de management. Et justement, on en parlait avec Bintou, en termes de ressources humaines, le problème, c'est que dans certaines banques, on a tendance à mettre dans les services, affectés dans les services RH, des gens qui n'ont jamais fait de ressources humaines, qui n'en ont pas la moindre notion. Bon, ça se passe plus beaucoup maintenant. Je sais que là où je suis au Crédit Mutuel maintenant, c'est très bien fait et on met vraiment des professionnels dans les postes RH. Mais par le passé, ça se faisait beaucoup. Les cadres en montant en grade atterrissaient dans les services RH. Mais ils n'en avaient aucune notion. Et en fait, ça posait des problèmes de management assez fréquemment. Mais maintenant, les problèmes se règlent et j'imagine que dans d'autres banques, on doit faire la même chose parce qu'en fait, tout s'est modernisé. Hein. Je vous parlais du traitement du fiduciaire ou du scriptural, mais dans le domaine RH, c'est exactement la même chose. Hein. Donc je pense que maintenant, on met d'ailleurs ma fille s'est occupée pendant 2 ans à travailler au service RH de la BNP et bon, apparemment, elle s'en est jamais plainte. Mais c'était une vraie professionnelle de la RH avec un cursus universitaire et comment dire, des diplômes en sciences humaines, donc en fait spécialisée dans la RH. D'ailleurs, maintenant, elle a un cabinet de management et d'organisation rue Vignon à Paris, donc elle était vraiment dans le métier. Mais elle s'y est pas plu, elle est partie. Elle est partie, elle a quitté. Je m'excuse, hein, je déborde un petit peu du métier. Non, il n'y a pas de souci. Mais donc, elle a ensuite dérapé en faisant la connaissance d'une personne qui était en train de créer le cabinet Boring Point, et elle est devenue DRH du cabinet de Boring Point. Et elle est partie ensuite comment dire, en Suède. À Göteborg, et là, elle a été DRH chez Ikea. Et comme ils s'échangeaient les postes entre eux, ensuite elle est devenue DRH chez Dassault Systèmes, toujours à Göteborg. Puis ensuite elle est revenue à Paris et elle a créé son cabinet de management. Voilà. Donc vous voyez, hein, mais les ressources humaines, c'est important. Dans le monde bancaire, c'est un secteur. On va reparler après des métiers d'avenir de la banque, mais je crois que ça fait partie aussi, ça, des évolutions de carrière qui peuvent être intéressantes. Oui. Alors, ouais. Du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a une énorme diversité dans les métiers de la banque. oui. Et selon vous, quels sont les principaux acteurs du secteur bancaire? Alors, les principaux acteurs, tout d'abord, vous avez ceux qui font les lois. Parce que les banques, elles fonctionnent d'après le code monétaire et financier. Donc, par rapport à ça, vous avez la justice, bien entendu, vous avez tous les juristes, et vous avez également donc la BCE qui supervise, et la CPR, hein, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est englobée dans la Banque de France, mais qui en fait est indépendante puisqu'elle surveille l'ensemble du secteur bancaire. Hein, c'est ce qu'on appelait, si vous en avez entendu parler, l'ancienne commission bancaire.
qui était un service, une direction générale de la Banque de France. Mais donc, tout ce système de surveillance et de régulation, ensuite, donc, gère toute la réglementation que, bien entendu, les banques sont obligées de mettre en œuvre. Alors, l'ACPR, c'est vraiment l'organisme qui supervise et c'est le plus grand acteur, on peut dire, de la filière bancaire. Autrement, bien sûr, les banques sont acteurs, bien entendu, puisque c'est leur domaine d'activité, hein. Donc ça, c'est le deuxième point. Autrement, qu'est-ce que vous avez comme acteur? Ben, sont tous les gens qui finalement font le traitement de toutes ces opérations bancaires dans le cadre de la réglementation. Mais essentiellement, les grands acteurs, ce sont ceux qui réglementent, bien entendu, et qui surveillent l'application de la réglementation. D'accord. Vous-même, vous envoyez d'autres? Comment? Vous-même, vous envoyez d'autres, des acteurs? Je sais pas. Enfin, il y a tout ce qui est TRACFIN, tout ce qui est conformité. Voilà. Mais TRACFIN fait partie de la Banque de France, hein. C'est un service de la Banque de France et de la CPR. C'est un des grands acteurs pour moi aussi. Mais ça revient à ce que je vous disais, c'est la réglementation, le code monétaire et financier et donc l'application de ces règles-là pour le fonctionnement des banques. C'est ça, TRACFIN fait partie des outils, hein, en quelque sorte. C'est ça. Alors, quels seraient vos conseils à donner à des étudiants qui souhaiteraient avoir un parcours en banque? Alors, les conseils, c'est d'être ouvert un petit peu à tous les domaines, de bien ouvrir les yeux, d'essayer d'avoir le maximum de relationnel possible, y compris avec des services où vous ne travaillez pas, avec des gens. Alors, c'est très difficile maintenant dans les banques. Moi, je vois à la Banque de France, de plus en plus, on avait tendance à compartimenter les services au nom de la sécurité, ce qui fait qu'on ne pouvait pas aller d'un service dans un autre sans avoir quelque chose à y faire. Et donc, les portes vous étaient fermées et c'était difficile. Alors, on profitait, quand on allait déjeuner au restaurant d'entreprise, on profitait pour se faire du relationnel, mais je sais que ça se fait de moins en moins. Par exemple, à la Banque de France, on a pratiquement plus, on a un restaurant d'entreprise, mais qui est très très limité, parce que les gens prennent peu de temps pour déjeuner, et en fait, pratiquement déjeunent sur place dans des petits locaux disséminés partout enfin là je parle du siège, hein. Mais dans les succursales, il n'y a plus beaucoup de succursales, il ne reste plus beaucoup de succursales, hein, puisque rien que dans Paris, il ne reste plus que Bastille qui vient d'être brûlée par les Black Blocs il n'y a pas longtemps. Et puis, il n'y a plus de succursales. Et en France, il n'y a plus en principe une succursale ou deux par région. Puisqu'il y a le traitement du surendettement, on est obligé d'avoir des relations avec le public dans ce cadre-là, ce qui fait que, bien entendu, on a peu de relations avec le public, à part sur ces missions régaliennes, je dirais, de la Banque de France, qui prépare les dossiers de surendettement en vue de les présenter devant les tribunaux. D'accord, merci. Alors, Madame Platio a une question? Oui. Oui, Monsieur Bois, alors c'était plutôt par rapport à ce que vous aviez dit précédemment sur la réglementation, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus justement d'acteurs liés à la réglementation, que la réglementation devient un point crucial. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'évolution de la réglementation au niveau des banques à travers l'expérience que vous avez? Que pensez-vous de cette évolution? Alors, l'expérience que j'ai, moi, elle se situait à l'époque dans le domaine du fiduciaire, puisque une des missions régaliennes de la Banque de France et des banques centrales nationales
et de la BCE, c'est de vérifier à ce que la monnaie soit authentique quand elle circule. Donc il y a déjà ce contrôle-là. Mais effectivement, après, il y a le contrôle du fonctionnement des banques et justement donc l'application de la réglementation qui devient de plus en plus stricte puisque ça permet aux régimes fiscaux de pouvoir, et puis TRACFIN également, de pouvoir déceler les trafics qui peuvent se faire dans les opérations qui sont effectuées dans les banques. Les opérations de contrôle et les missions de contrôle maintenant sont vraiment drastiques dans les banques. Certaines appliquent plus ou moins fortement. On a vu, il y avait eu des affaires avec les traders et tout ça. Donc, en fait, mais il y a des contrôles maintenant qui sont vraiment informatisés aussi, parce que l'informatique gagne de plus en plus. Et je vois au Crédit Mutuel où on est sans aucun doute la banque la mieux informatisée de France. On a comment dire, des alertes qui se créent immédiatement dès qu'une opération paraît irrégulière. Il faut savoir, par exemple, c'est que si vous remettez assez régulièrement des espèces sur votre compte et que vous avez un compte particulier, une entreprise, c'est pas pareil, elle a des transactions, donc elle est bien obligée d'avoir beaucoup de règlements. Mais par exemple, vous êtes surveillé. Et au-delà de 300 €, il y a des alertes qui se mettent en route et qui signalent à chaque direction d'agence les versements qui peuvent être trop nombreux par rapport à une activité particulière normale. Et donc, il y a tout un tas de surveillances comme ça qui sont en place et qui permettent donc aux banques de veiller au bon fonctionnement dans la réglementation. Il y a eu même une loi Sapin qui n'est pas passée et qui interdisait tout règlement en espèces au-delà de 300 €. Parce qu'en fait, le problème qui se passe dans les banques, c'est le problème des trafics et du fait que beaucoup de gens font transiter par des voies d'espèces liquides, donc des opérations qui peuvent être frauduleuses. D'accord. Et j'imagine que cette réglementation, cette surveillance a permis la création de nouveaux métiers. Voilà, tout à fait. Alors, j'allais y venir. Donc, ça a développé les services d'inspection. Mais je vous ai dit, grâce à l'informatisation, en fait, ces postes-là sont assez restreints en nombre. Par contre, effectivement, il y a les contrôles sur place. L'ACPR dépêche dans les banques des inspecteurs et donc qui sont chargés. Alors, il y a beaucoup d'échanges informatisés justement de documents. Maintenant, les banques sont pratiquement obligées de montrer en permanence la totalité de leurs comptes. Par le passé, ça se passait au moment justement de l'ajustement des opérations de compensation. Chaque jour, les banques étaient obligées de présenter leur situation, de leurs encours, de leurs engagements, enfin, de l'ensemble de leur comptabilité. Et là, maintenant, ça se fait en temps réel. En temps réel. Donc, il n'y a des contrôles sur place que assez exceptionnellement, mais quand même régulièrement. Et tous les établissements bancaires sont inspectés, bien sûr. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, à la CPR, quand elle a été créée, on a recruté 1000 agents d'un coup. D'accord. Merci, monsieur. Monsieur Bois, que pensez-vous de l'évolution de la banque? L'évolution de la banque. Alors, le métier de banquier a beaucoup changé. Si on en revient à ses principes premiers, c'est-à-dire que avant tout, le banquier, depuis la nuit des temps, il doit faire confiance, il a à faire confiance à son client. Et donc, c'est ce qu'on appelle risquer un client. Et le risque bancaire, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs,
C'est bien cette question que vous me posez parce que ça me rappelle que quand j'ai passé le brevet professionnel de banque, à l'oral, mon intervention était basée sur le risque bancaire. Et je m'étais fait un peu accrocher, mais j'avais dit une vérité qui était vraie déjà dans les années 80, 75, ouais, 75 à peu près, où je disais que les banques, finalement, de moins en moins risquaient leurs clients, c'est-à-dire connaissaient leurs clients, c'est-à-dire que vous voulez demander un financement pour acheter une maison, on vous demande une hypothèque sur la maison. Donc la banque, elle se mouille pas beaucoup parce que vous avez vous êtes obligé de fournir un apport et donc elle s'engage que sur le financement qu'elle vous fait et pas sur la totalité du bien que vous achetez. Donc en fait, elle ne risque pas ou elle risque pas grand-chose. En plus, il y a des organismes qui sont là pour garantir des organismes d'assurance qui sont là pour garantir les financements. Donc en fait, la banque, le métier de la banque, l'évolution du métier risque de la banque, qui est son principe premier, a été un petit peu dénaturé au fil des ans, à en venir maintenant que finalement, quand on n'a pas confiance, on ne prête pas, et puis c'est tout. Donc en fait, vous voyez, il y a quand même une notion du métier là qui s'est dépréciée en quelque sorte, si je puis dire. Mais c'est ma conviction personnelle que j'expose là. C'est bien entendu, si mes dirigeants m'entendaient parler comme ça, ils seraient vraiment peut-être pas contents. D'accord. Mais vous allez voir que dans le métier, il y a une évolution puisque les banques se mettent à vendre de tout. Nous, au Crédit Mutuel, on était les premiers à vendre des téléphones, à faire de la téléphonie. Hein. On est opérateur en téléphonie. On vend des téléphones. On est aussi, vous ne connaissez sans aucun doute pas l'organigramme du Crédit Mutuel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la société Cofidis appartient au Crédit Mutuel. 50% du groupe Casino appartient au Crédit Mutuel. C'est également le premier patron de presse en France. Je vous donnerai pas les grands titres parce qu'il y en a 9. Qu'est-ce qu'il y a? On a racheté des banques à l'étranger. On est propriétaire du CIC depuis 2008. Donc c'est le même groupe bancaire avec la même informatisation. Vous voyez, il y a une évolution. Et puis, il y a les assurances du Crédit Mutuel. Et on est un opérateur majeur dans le domaine de l'assurance. Et donc, c'est une évolution du métier de la banque, en fait, qui s'est créée là pour les assurances. On a lié l'activité banque et assurance, et on a été également les premiers à le faire. Donc, en fait, vous voyez, le métier de la banque, vous pouvez entrer dans la banque et finir à l'assurance. Si vous entrez au Crédit Mutuel, par exemple, vous pouvez très bien évoluer et parvenir. J'ai eu à présenter des candidatures de personnes pour être recrutées et à qui on a un service RH qui est très performant. Et qui disait à la personne, mais attendez, avec les diplômes que vous avez, c'est pas dans la banque que vous allez faire une carrière sensationnelle. Vous êtes actuaire, vous savez ce que c'est que l'actuariat. C'est donc l'évaluation des risques, justement, pour les assurances, mais ça a été développé également dans le domaine bancaire. Donc, mais attendez, vous prétendez vous voulez être guichetier ou conseiller, mais avec les diplômes que vous avez, vous pouvez faire de l'actuariat. Et on les dirigeait vers les carrières d'actuariat. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment
une multitude de métiers différents, de métiers intéressants et très pointus. Dans l'informatique, c'est pareil. Dans l'informatique, dans la recherche informatique, et puis également dans le commercial, dans la recherche des produits, parce que quand sort un texte de loi sur une possibilité ou une évolution de placement, bien entendu, il y a des spécialistes qui se penchent sur ces textes pour pouvoir élaborer des produits performants en termes de placement pour les clients. On fait même de l'immobilier, vous voyez. On prend des options sur des programmes immobiliers et on vend alors un package, ce qu'on appelle, on peut faire les opérations distinctement, achat, financement, etc. Et là, on peut faire le package, c'est-à-dire que on vous vend dans un programme immobilier, allez, admettons, Choisy-le-Roi, un 2 pièces. C'est un appartement qui va être loué en permanence. Eh bien, on vous le vend. On vous permet de défiscaliser, puisque ce sont des programmes qui rentrent dans le cadre de la défiscalisation, comme ce sont des logements neufs. Donc, vous défiscalisez dessus. On vous finance le logement, c'est-à-dire qu'on vous fait un prêt. Et on vous trouve le locataire. On gère les problèmes d'assurance de la location. Et ça vous fait un produit fini qui permet donc à pas mal de gens de se constituer un patrimoine sans faire beaucoup d'efforts. Vous voyez, parce qu'entre la défiscalisation que vous déduisez, les échéances de montant du financement que vous payez, les loyers qui vous rentrent par les locations, eh bien, finalement, il vous reste quelque chose en plus, et en même temps, vous pouvez acquérir un bien. Et vous voyez, c'est un nouveau métier aussi, ça. Donc, on est agent immobilier, on a un agrément d'agent immobilier aussi. C'est vraiment très diversifié. Et alors, donc, on a des spécialistes dans chacun des domaines, hein, et on recrute toujours du personnel pour effectuer ces métiers-là. Alors, vous voyez, il y a de l'avenir hein, dans le métier de la banque. Hein. Bon, dans le secteur bancaire, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, depuis 3-4 ans, tous les secteurs bancaires de toutes les banques sont déficitaires. Donc, en fait, ce qui permet aux banques de se maintenir, ce sont les commissions qu'on perçoit sur les contrats d'assurance vie, sur les ventes de voitures, puisqu'on vend des voitures aussi, sur justement les commissions lorsqu'on réalise des opérations immobilières, sur bien entendu les intérêts des prêts, mais vous avez dû remarquer que les taux sont extrêmement bas. Donc par rapport à cela, en fait, quand on vous prête de l'argent, on en perd dans les banques. Pourquoi? Parce que nos excédents de liquidité, on est tenu de les placer à la BCE. La BCE nous les rémunère à des taux qui sont, comment dire, négatifs. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, nos excédents de liquidité, on les place à moins 0,40 ou moins 0,50. Vous voyez, c'est même pas ce qu'on verse sur les livrets d'épargne. Et donc c'est pour ça que les réseaux bancaires sont en train, vous devez voir que beaucoup d'agences ferment hein, dans certaines banques, surtout quand en plus s'additionnent des difficultés de gestion telles que les quelques grandes banques qu'on connaît, comme le Crédit Lyonnais, la BNP, la Société Générale, la caisse d'épargne, on sait qu'il y a eu des soucis de gestion et donc en plus avec les déficits de fonctionnement, parce que ça a un coût quand même le fonctionnement du fiduciaire, toutes ces choses-là, et en fait quand on fait les comptes, nous, c'est ce qu'on fait tous les mois en conseil d'administration, hein, on regarde un petit peu ce que ça coûte. On a la chance à Juvisy, on est excédentaire, mais ce n'est pas le cas partout. Et donc, en fait, comment dire, eh bien, c'est pour ça que certaines agences ferment,
C'est parce que ça coûte trop cher, donc on regroupe les clients dans une autre agence et on fait en sorte que bon, le service bancaire soit assuré, mais c'est un service qui est déficitaire. Donc on ne récupère un petit peu de quoi fonctionner que sur les commissions de ce qu'on vend par ailleurs, des services qu'on peut vendre par ailleurs. D'accord. Et quelles sont les principales évolutions que vous avez vécues du coup au sein de votre carrière? Parce que du coup, vous nous avez parlé de la réglementation et de l'informatique, mais quels sont les autres domaines qui sont touchés par cette évolution? En fait, c'est l'ensemble des domaines qui sont touchés. Je vous disais, même le contrôle, même l'inspection, puisque je vous disais, il y a des alertes informatisées qui fait que donc quelques personnes peuvent contrôler. C'est un peu le principe du météore, du métro sans chauffeur, où finalement des rames et des rames de métro sont gérées par une personne derrière un écran et comme les contrôleurs aériens, quoi, c'est pareil. En fait, il y a un minimum de personnel avec un maximum de matériel très informatisé qui fait que l'évolution, elle est là. Elle est par l'évolution des technologies et des matériels qui sont mis à disposition pour faire le travail, en fait. D'accord. Et vous, comment vous avez ressenti tous ces changements, du coup? Disons, moi je les ai pas mal ressentis parce que j'ai eu la chance d'être dans une entreprise où c'était géré à peu près convenablement. Mais ce n'est pas le cas partout. Quand vous avez des licenciements secs, quand vous avez des choses comme ça, bon, dans le domaine bancaire, c'est quand même un petit peu plus rare. Mais il y a des plans sociaux qui sont quelquefois assez drastiques, de moins en moins intéressants pour les salariés qui veulent en profiter, en bénéficier. Donc, en fait, c'est de plus en plus difficile de pouvoir gérer et d'accepter. Parce que, bon, psychologiquement, ben, vous pouvez être mis sur la touche. Et puis après, on vous fait comprendre que ben, finalement, vous êtes un petit peu de trop. Et puis, bon, ça génère quand même pas mal de soucis, toutes ces choses-là. Mais bon, ce qu'il faut, c'est savoir rebondir, quoi, un peu comme dans la vie. Oui. C'est humain, c'est humain. Donc, on vit pas bien les changements. Moi, je ne vais pas me plaindre là-dessus parce que j'ai toujours bien vécu. J'ai toujours su. En fait, il faut être adaptatif, il faut être polyvalent. Et si on garde cet état d'esprit-là, en général, ça se passe bien. Merci, Monsieur Bois. Donc, merci pour votre intervention très intéressante et très enrichissante. Je tenais quand même à vous féliciter pour votre carrière. Nous allons donc passer à la session des questions. Donc, je vous écoute pour les questions. Moi, j'aurais deux questions, s'il vous plaît. Oui. Oui, Myriam. Au début du parcours, vous disiez que dans le temps, vous alliez récupérer l'argent chez les clients et en plus, vous alliez chez les mauvais payeurs pour récupérer leurs moyens de paiement. Il n'y avait pas un gros souci de sécurité à ce moment-là? Il n'y avait pas vos vies qui étaient un peu en danger? Vous avez tout à fait raison, énormément. Et j'ai oublié de vous parler d'un secteur, alors qui n'est pas propre aux banques, puisque les banques n'ont jamais voulu s'en occuper. C'est le secteur du transport de fonds. Alors, voilà, à mes débuts, j'étais démarcheur, comme je vous l'ai dit, et donc il m'arrivait d'avoir des sacoches pleines de billets, ce qui m'avait valu d'être dopé par moment. J'ai eu 2 ou 3 attaques, dans la rue. Ben oui, quand vous sortez de votre voiture et puis qu'on vous a vu 2-3 fois dans la semaine aller chez le commerçant, en ressortir avec votre sac un peu plein, bien entendu, on est observé. Et donc, c'est créé dans les années 75 environ, les premières sociétés de transporteurs de fonds.
Et là, à ce moment-là, effectivement, ça a beaucoup sécurisé les postes, dont celui que je tenais. Mais auparavant, comme il y avait beaucoup de hold-up, c'était sous le gouvernement de Raymond Barre. Il a institué une réglementation consistant à dire qu'on ne pouvait pas, au-delà de 65 000 francs à l'époque, avoir plus de 65 000 francs dans sa sacoche. Donc, ça limitait un peu les montants quelquefois astronomiques qu'on pouvait transporter. Et puis, donc après, dans la foulée, ont commencé à se mettre en place les premières sociétés de transport de fonds. Hein, ils ont eu beaucoup de mal d'ailleurs parce que très souvent, ils étaient noyautés par des gens qui étaient malhonnêtes, qui étaient des malfrats, et en fait, ils recrutaient sans véritablement toujours connaître les gens, et ils avaient beaucoup de problèmes de gestion des fonds parce qu'il y avait des fonds volés. Et bon, alors heureusement, ils étaient peut-être assurés. Je ne sais pas comment ça se passait exactement à ce moment-là. Mais oui, les transports de fonds ont été mis en place parce qu'effectivement, ce métier était dangereux. J'étais armé. Hein. J'étais armé. Et donc, la deuxième partie de cette première question, quand vous alliez chez les mauvais payeurs, vous ne faisiez pas agresser? Ça m'est arrivé de me faire agresser chez des mauvais payeurs et chez des commerçants bien en pignon de rue aussi. Parce que, en fait, comment dire, oui, effectivement. Alors, soit on ne vous répondait pas, alors il fallait tirer les sonnettes. Et puis, si on avait envie de vous répondre et de vous mettre un coup de poing dans la figure, on pouvait le faire, effectivement. Bon, comment dire, mais enfin, en général, les gens ne répondaient pas, hein, c'était clair. Hein. Hein, mais ça m'est arrivé, oui, d'être pas dans le venir aux mains parce que c'était pas dans mon tempérament. Puis je suis pas tellement costaud ni bon, ce qui fait que en fait, bon, j'inspire pas vraiment la force. Donc, j'ai jamais vraiment été, non, j'ai jamais été frappé ni agressé de façon verbalement, oui. D'accord. Et la deuxième question, du coup, quand Megan vous a posé la question, quel conseil vous donnez aux étudiants éventuels? Vous avez dit de toucher à plusieurs branches. Et pensez-vous, est-ce que vous pensez-vous pas que à l'heure actuelle, c'est plus comme dans les générations précédentes, pour pouvoir toucher à plusieurs branches, il faut à chaque fois un diplôme différent. Avant, avec des compétences, etc. Bon, encore maintenant, mais c'est très, très rare. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, on va passer du commercial, si on veut aller vers la RH, il va falloir qu'on passe à un diplôme de RH. Alors qu'avant, en ayant fait ses preuves, etc., on pouvait basculer d'une branche à l'autre. Oui, vous avez tout à fait raison. Pour certains métiers, c'est plus difficile que d'autres, effectivement. Parce que c'est vraiment très technique. Mais par contre, c'est encore quand même possible de changer d'un rail à l'autre progressivement, parce qu'il y a quand même une formation dans les banques. Hein, je vois, nous, au Crédit Mutuel, on dépense beaucoup plus que le maximum patronal autorisé par la réglementation. Alors pourquoi? Parce que on veut éviter les conflits sociaux et en formant au maximum nos salariés, on les rend vraiment polyvalents et on peut les faire alterner d'un poste vers un autre. Bon, dans les postes commerciaux par exemple, il y a des possibilités de carrière qui sont quand même très intéressantes, mais la formation est quasi permanente. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Et la formation, ça c'est important parce que ça gère tout. Ça gère tout. Quand ça ouvre l'esprit des salariés, d'une part, et d'autre part, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très, très important parce que ça permet vraiment de reclasser les personnes et de leur donner envie peut-être de faire d'autres métiers, mais justement se spécialisant. Puis il y a toujours la possibilité de la formation externe
hein, avec les contrats de formation dans les organismes de formation extérieure, et on finance aussi la formation dans des organismes extérieurs quand il y a besoin véritablement de former les gens dans une spécialité qu'on ne possède pas au niveau de la formation générale proposée dans la banque. D'accord. Mais du coup, mon avis, c'est que dans la conjoncture actuelle et future, les évolutions extraordinaires que beaucoup de personnes ont eues dans le début des années 2000, 90, etc., seront de plus en plus rares. Déjà, d'une part, par le fait que les personnes changent de plus en plus d'entreprises, donc peu de personnes restent dans la même entreprise. Et la deuxième chose, c'est comme je vous l'ai dit, on demande de plus en plus de compétences et de diplômes. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que l'avantage, enfin l'intérêt des banques, moi je pense, ça serait de fidéliser justement leurs salariés pour éviter, et c'est ce que certaines font. D'accord, merci. On fidélise en gratifiant et en formant, de façon à ce que les gens se plaisent dans leur travail. D'abord, il y a un bien-être au travail qui est nécessaire. Hein, parce que quand on est bien dans sa peau, on est quand même plus sympa quand on est commercial, on est quand même plus sympa avec les clients que quand on a des soucis, et parce que ça répercute obligatoirement sur la personne, hein, et donc sur la clientèle ensuite. Donc l'intérêt, c'est vraiment le bien-être des salariés, et c'est pour ça que il faut développer cette chose-là. Et bon, toutes les banques le font pas, hein, mais bon, c'est dommage. Mais c'est comme ça qu'ils perdent leurs salariés et qu'ils vont dans d'autres groupes. D'accord, merci bien pour vos réponses. Je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Madame Platio, allez-y. Oui, alors moi, monsieur Bois, j'aimerais connaître votre avis, savoir comment vous voyez l'évolution du métier de conseiller bancaire, parce qu'en fait, c'est vrai que nos étudiants sont amenés et sont des conseillers bancaires. Comment voyez-vous l'évolution de ce métier avec notamment le digital, l'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies qui se développent? Oui, et c'est quelque chose qu'on a bien développé. Et par exemple, en alimentant le big data. Mm-hmm. C'est-à-dire que actuellement, un client qui se rend sur la consultation de son compte sur son ordinateur, il est sollicité pour des publicités dans de tel ou tel produit, hein, que ce soit des véhicules ou nos programmes immobiliers ou ne serait-ce que des plans d'épargne logement. Ou dès qu'un client se renseigne dans un domaine particulier, eh bien, le conseiller qui est dans le portefeuille le conseiller qui gère le client a une alerte. Tiens, cette personne a été visiter cela. Et donc, le métier du conseiller, il est bien aidé parce que, en fait, ça lui permet de prendre contact avec son client et de lui proposer ou d'éclaircir ses interrogations sur un produit ou sur un autre. Oui, donc il a une meilleure connaissance de son client, justement, voilà. avec les outils. Voilà. Et également, on a été la première entreprise française à mettre en place le système Watson. On a été choisi par IBM pour être la référence de Watson en France. Et donc, Watson aide beaucoup les conseillers puisque Watson comprend les messages, qu'ils soient audio, par mail ou autre, et rédige le courrier de réponse au client. Le conseiller n'ayant plus qu'à superviser la rédaction de ce courrier et l'envoyer, purement et simplement. Alors, vous voyez, ils sont beaucoup aidés, les conseillers, ce qui fait qu'on leur demande d'aller de plus en plus vers le client, vers le commercial, hein, et donc de faire en sorte de connaître tous les besoins que peut avoir un client afin de le conseiller.
D'accord. J'ai répondu à vos interrogations? Oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, les outils permettent d'avoir une meilleure connaissance du client et donc d'adapter l'offre, les services en fonction Tout à fait. de la clientèle gérée. Oui. D'autre part, on a mis en place un système de tablettes de signature des contrats directement sur tablette, ce qui fait qu'il n'y a aucun papier à gérer. Il n'y a aucun document à gérer. Tout est informatisé. Si le client veut un exemplaire papier de son contrat, on lui donne le contrat, mais au niveau de la banque, tout est géré en digital. Il n'y a pas de support papier. Très bien. Alors, oui. Donc ça évite un énorme travail aux conseillers. Hein. Alors, Johan a une question. Oui. Johan, on t'écoute. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait eu l'apparition de l'informatique dans les banques, ça ne vous a pas trop désorienté dans votre métier, justement? Non, non, au contraire, parce que quand même, ça supprime quand même beaucoup de contraintes. Hein. Là, je viens d'en parler à l'instant. Mais l'informatisation, d'abord, elle a été progressive parce qu'on n'a pas tout inventé d'un coup. Donc, elle s'est faite progressivement. Les habitudes, bien entendu, ont évolué également avec le même rythme de progression. Et finalement, c'est un petit peu... quelquefois, pour certains anciens, ça a pu être dur à suivre. Mais dans l'ensemble, surtout que quand la formation adaptée est fournie, on évolue, je dirais, tout naturellement dans le traitement des process. Donc, ça allège vraiment de façon importante la fonction et on peut se permettre après donc plutôt de reporter sur l'intellect et sur la réflexion les efforts qu'on faisait à manipuler des papiers, à les lire, etc. Alors que maintenant on sait un petit peu comment tout est organisé. Hein, et on sait, l'important, c'est pas de connaître la totalité des choses, comme on dit toujours, mais c'est de savoir où le trouver. Hein. Et en fait, là, quand vous avez une informatisation telle que je la connais, en fait, vous n'êtes jamais perdu. Hein. Vous trouvez toujours que les choses, et vous n'avez pas d'efforts véritablement à faire, moins d'efforts en tout cas que par le passé. Donc ça soulage. Ça soulage. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, Myriam? Quel est le métier que vous avez le plus aimé dans votre carrière? Le métier que j'ai aimé le plus, c'est les collections numismatiques, parce que j'aimais bien l'histoire. J'ai eu la chance d'avoir une formation formidable dès que j'ai pris mes fonctions, parce que on m'a fait suivre des cours à la Sorbonne avec des sommités du monde numismatique antique, des sommités mondiales comme professeur. Également à l'école du Louvre, où nos professeurs aussi étaient des gens de très haut niveau et nous ont fait connaître des choses vraiment sensationnelles. Et ça m'a vraiment passionné. Et de surcroît, quand je suis arrivé, on était en train de préparer les prémices de l'exposition du bicentenaire de la Banque de France au musée Carnavalet.
Et là, vraiment, pendant 1 année et demie, on a travaillé des heures folles. C'était passionnant. Je découvrais le monde de la numismatique et sur une période très étendue, puisqu'il s'agissait de la création de la monnaie sous Crésus, hein, en 550-600 avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. Et j'ai appris beaucoup. Et puis surtout les contacts, parce qu'il y avait la sortie de l'euro en même temps. Tout avait été fait en même temps, hein, 99-2000. Donc vraiment, ça a été une période vraiment très très riche en travail, mais en information et en formation. Et vraiment, c'était inoubliable, hein. Ça m'a marqué vraiment. C'est ce qui m'a marqué le plus. La deuxième période, parce que j'ai eu 2 périodes foisonnantes, c'est quand j'étais à la direction financière du comité central d'entreprise, où là, il y avait des problèmes sociaux à régler avec la gestion du personnel, mais aussi parce qu'on était en descente des subventions, puisque les effectifs de la Banque de France descendaient, puisqu'on fermait succursale après succursale, et donc les recettes étaient de moins en moins importantes, et il fallait gérer avec un gros système où on avait du monde, où il a fallu licencier, il a fallu bon, et ça a été marquant. Mais par contre très riche humainement, parce que j'avais à régler des problèmes pour des gens qui avaient des problèmes sociaux graves, des décès, de chefs de famille, des choses comme ça. Et ça a été une période vraiment très, très pleine d'émotions aussi. Et ce sont les 2 périodes qui ont marqué vraiment beaucoup. Mais la période la plus faste, je dirais, c'est essentiellement le bicentenaire de la banque, où vraiment j'ai rencontré des personnes sensationnelles, des personnes de très haut niveau, et puis j'étais vraiment dans l'entourage proche du gouverneur Trichet. Et là c'était une personne qui était vraiment géniale, et j'en garde un souvenir humain, et j'en garde un souvenir impérissable. Ah oui, donc ça a dû être très intéressant pour vous. Merci pour votre réponse. Je crois que Bénédicte a une question. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Mégane. Bonjour, Monsieur Bois. Bonjour. En tout cas, merci en tout cas de tout ce qu'on a entendu. Vous avez vraiment eu une expérience très variée et très enrichissante. Et ma question, en fait, c'est dans toutes celles que vous avez eues, c'est laquelle qui vous a le plus marqué ou qui vous a le plus... Enfin, celle que vous recommanderiez le plus? Ben, disons que les postes que j'ai occupés maintenant, la responsabilité a été diluée, puisque le poste n'existe plus, dans le sens où, à la création du musée dont je vous parlais tout à l'heure, de l'économie et de la monnaie, c'est une société privée qui a pris la gestion des collections et de l'ensemble. Donc en fait, pour la banque, c'est maintenant une filiale qui gère. Ce qui fait qu'il n'y a plus ce poste et ni les fonctions qui y étaient attachées, hein, et c'est géré par des personnes qui sont sous contrat de mission, hein. Mais bon, c'est un peu ce qu'on pouvait reprocher à l'époque. Moi, je le reprochais à la banque dans le temps. Je disais, on plante les plants de pommes de terre, on les cultive, on les récolte, on épluche les pommes de terre et on fait la purée. Et ça, je pensais que parfois c'était pas toujours très bon. Et là, ben, finalement, on en arrive à cette gestion-là, mais ça se passe partout. Partout, on voit bien dans les services publics,
les services font appel à des filiales ou à des sociétés extérieures pour faire des tâches qui étaient par le passé et qui leur étaient dévolues par le passé. Donc, par rapport à ça, je dirais que c'est un peu le lot commun de l'ensemble des administrations. D'ailleurs, à la Banque de France, on ne recrute plus sous statut, c'est-à-dire qu'il y a très peu de concours. Même, je crois qu'il y en aura peut-être un cette année, mais c'est pas sûr. Et sinon, on recrute en contrat à durée déterminée ou à durée déterminée ou indéterminée, ou en contrat de mission, donc simplement. Mais il n'y a plus l'aspect statutaire où on faisait une carrière complète. On nous appelait les dinosaures, hein. Les premiers contrats qui arrivaient, qui étaient en train de se faire au moment où j'étais encore à la banque, les agents sous statut, ils nous appelaient les dinosaures, les contrats. Mais dans toutes les administrations, c'est la même chose, hein. Alors, je crois que Linda a une question. Oui. Oui, je voulais savoir, à votre avis, est-ce que la digitalisation, elle pourrait être un frein à un moment donné dans le secteur bancaire? Ben non, au contraire. Je pense que plus on en saura et plus on délestera les tâches dévolues aux conseillers ou aux commerciaux ou même aux administratifs, puisque même l'inspection bénéficie de services informatisés très performants. Donc, et d'autres. Je crois que on dégage en fait c'est pour ça peut-être qu'on demande un peu plus de spécialisation dans les emplois, parce qu'on dégage de fait les tâches, disons, un peu les tâches qui sont de contraintes, on les dégage justement pour pouvoir faire un petit peu plus travailler la matière grise et l'intellect des salariés, en fait, hein, la réflexion. Donc la digitalisation, comme l'informatisation, puisque c'est un peu la même chose, elles apportent un plus quand même. Bon, pas en termes de nombre d'effectifs, mais par contre, en termes humains, elle apporte beaucoup plus aux salariés qui se sentent plus valorisés en ayant plus un métier de réflexion que d'exécution. Merci. Brahim a une question? Oui, bonjour Monsieur Bois. Bonjour. Merci pour votre intervention qui a été enrichissante. J'ai une question. Je voulais vous demander, en fait, j'en ai deux. Que pensez-vous des fintechs? Et est-ce que pour vous, c'est un danger pour les banques en termes de part de marché? Merci. Alors, les fintechs, oui, tout à fait. C'est très dangereux actuellement, puisqu'elles n'entrent pas dans la réglementation, ou peu. Et je me souviens d'une réflexion assez récente du dernier gouverneur ou de son prédécesseur, du gouverneur de la Banque de France, qui était totalement contre. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun moyen de contrôler une fintech. On ne peut pas savoir d'abord qui l'a créée, c'est très difficile, et puis après qui l'a fait fonctionner et qu'est-ce qu'elle fait. Hein, Or, la tendance depuis le début, c'est d'essayer quand même de savoir ce que font les gens, parce qu'il y a des risques. Ouais. Voilà. Et la deuxième question, c'était quoi? Je ne me rappelle plus, je ne sais pas. Vous y avez un petit peu répondu, c'était est-ce que c'est un danger pour les banques en termes de part de marché? En part de marché, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que vous avez des groupes qui ne faisaient pas de banque avant, style Orange,
qui se sont mis en faire. Et on s'est aperçu que finalement, il y avait un aspect publicitaire qui plaisait au début, mais je doute qu'actuellement, ils soient vraiment... et on a vu d'autres réseaux du même style se créer, même créés par d'autres banques. Et bon, apparemment, ça peut plaire sur l'instant, mais il manque quand même par rapport aux banques institutionnelles qui ont vraiment pignon sur rue. Toutes ces entreprises-là, il leur manque l'aspect humain. Ouais. Hein. Parce que quand vous avez un conseiller en face de vous, il va déceler si vous avez un souci et il risque de vous aider. Nous, on a vu un cas, je vous cite le cas, c'est un cas généraliste, mais par exemple, c'était un couple qui était en conflit et qui voulait divorcer. Mais qui voulait vendre sa maison, qui avait un financement, etc. Bon. Et en fait, en entrant dans une agence et en ayant leur conseiller en face d'eux, finalement, ils ont trouvé le moyen de divorcer convenablement, de vendre leur maison convenablement, et ils ont été aidés sur tous les domaines, dans tous les domaines. Et ça, je ne pense pas qu'une fintech ou qu'une banque par Internet puisse faire ce genre de choses-là. Ça, c'est pas possible. Il faut avoir de l'humain en face. Et justement, nous, c'est ce qu'on recherche au niveau du Crédit Mutuel, c'est à ce qu'il y ait ce contact humain permanent. Et nos conseillers, malgré la crise Covid, n'hésitent pas à contacter leurs clients en visualisation, pour prendre des nouvelles, simplement, vous allez bien, comme ça. C'est plus un coup de téléphone. Bon, quand on ne peut pas faire autrement que de joindre le client par téléphone, on le fait par téléphone, mais autrement, on recherche le contact humain au maximum et je trouve que ça, là, les fintech, elles ne le feront jamais, ça. Ouais. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens parce que les effectifs ne correspondent pas. Ils ont pas les moyens de le faire. Oui. D'accord. Myriam, tu peux poser ta question. Excusez-moi, monsieur, donc j'avais une dernière question. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes bien président du conseil d'administration du Crédit Mutuel, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, mais vous êtes retraité en même temps. Ce qui fait que Comment? vous êtes retraité en même temps. Oui, tout à fait, oui. Je suis bénévole. En fait, comment parce que c'est une fonction à temps plein quand même, président du conseil d'administration. Oui, vous avez raison, c'est une fonction importante puisque je suis le responsable juridique de la caisse. Et donc, s'il y a un souci, c'est à moi qu'on apportera des oranges s'il y a un problème. Hein. Mais je plaisante. Non, mais comment dire, on fonctionne sur une base associative. Hein. Il y a deux groupes bancaires qui fonctionnent de cette manière-là. C'est au moins deux, mais il y en a peut-être d'autres, quelques-uns, mais je ne connais pas les noms. Mais on fonctionne sur une base associative, c'est-à-dire que chaque année, on présente les comptes de la caisse à nos clients sociétaires. On leur demande de voter, on leur demande s'ils veulent se présenter au conseil d'administration, on leur demande de participer aux réunions du conseil d'administration lorsqu'ils sont élus. Ils peuvent s'investir dans la structure jusqu'à des niveaux bien élevés. Moi, j'ai tenu à rester président de caisse locale, mais ils peuvent également s'engager dans les instances fédérales de la banque, hein, au niveau de l'Île-de-France, également au niveau national. Hein.
Et en fait, il y a possibilité. Bon, alors après, ça devient peut-être un petit peu moins bénévole pour vraiment les postes élevés. Mais nous, les administrateurs, là, on est bénévoles. Et puis surtout, ça crée une ambiance vraiment familiale, hein. Je vois, nous, à la caisse de Juvisy, on est amis, on est tous copains. Les copines, hein, vraiment, avec entre administrateurs. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Et puis surtout, bon, il y a l'aspect animation locale, parce qu'on participe à toutes les manifestations qui sont organisées dans les villes qui sont de notre zone de chalandise, hein. On a, sur Juvisy, on a en zone de chalandise, on a Viry-Châtillon, Grigny oui, Juvisy, Grigny, Viry-Châtillon. Et donc, dès qu'il y a une fête locale, on est invité à participer, on sponsorise, on aide, on fournit du matériel, des gadgets, etc. On le fait également parce qu'on gère les comptes d'associations et de clubs sportifs. Donc, on sponsorise, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, maintenant ils sont partis à Paris, mais on avait à Juvisy une école de football qui équivalait, dans le cadre des équipes féminines, qui équivalait à l'équipe de football d'Auxerre. À l'époque, quand c'est toujours une grande école de footballeurs, mais donc j'ai sponsorisé Juvisy, l'équipe de Juvisy féminine quand elle était en division 1. Hein. Ils étaient troisième de la division 1. Hein, et donc, on les sponsorisait pour des montants importants. Et on participait aux matchs de foot, c'était vraiment sympa. Là, en ce moment, j'ai repris le hockey, le club de hockey de Évry-Viry, qui est en division 2. Et bon, c'est intéressant, quoi. Et on a des contacts avec les présidents de club, avec les adhérents, etc. C'est vraiment très très sympa. Et puis on est en fait, je dis toujours, on est une bande de scouts un peu, hein, parce que donc on participe à toutes les petites fêtes, on fait des stands pour le Crédit Mutuel, et puis donc on s'amuse en faisant ça, et ça nous plaît, et on a beaucoup de contacts, et comment dire, on arrive à trouver des clients parmi les visiteurs de ces manifestations-là. Et puis également avec les municipalités. Donc, ça fait tout un relationnel local qui est très intéressant. Et ça, chaque caisse de Crédit Mutuel le fait. Bon, toutes les banques ne le font pas, hein. On est les seuls, hein, pratiquement à participer comme ça. Mais on est reconnu comme tel, en tout cas. On fait partie des acteurs économiques locaux reconnus grâce à ça, justement. Il y a une proximité et une humanité qu'on essaie de dispenser. D'accord, merci. Myriam, tu as une autre question? Ah non, du tout. Ah, j'ai oublié. D'accord. Alors, moi, j'avais une autre question. Ah bah, Madame Platu, allez-y. Merci, Méga. Oui, Monsieur Bois, vous avez évoqué tout à l'heure la crise, on n'en a pas tellement parlé lors de la conférence. Quel va être, selon vous, l'impact de la crise, justement, sur le secteur bancaire? Alors, l'impact, on a beaucoup financé les PGE, les prêts d'État, hein. Oui. On a essayé de modérer nos clients qui, quelquefois, voulaient la totalité de la somme qui pouvait leur être allouée en fonction de leur chiffre d'affaires de l'année précédente. Hein, c'était la base de calcul de référence pour leur accorder les prêts. On a, pour l'instant, ça se passe bien parce que on a une clientèle, on n'a pas une clientèle commerciale très très développée. On a beaucoup de particuliers, mais les clients commerciaux que nous avons, ce sont des gens qui sont très sérieux, et donc on les a aidés, mais on pense qu'on n'aura pas trop de soucis avec nos clients. Non. Je parle pour notre caisse de Juvisy, hein. Je ne parle pas pour les autres caisses, je ne connais pas.
Mais donc, ils auront 3 ans pour rembourser leur prêt. On pense que dans 3 ans, on va rentrer dans nos fonds sans problème. Par contre, ça sera sans doute pas le cas de tout le monde. Mais ce qui fait plaisir, c'est que on voit, j'ai vu et on a participé à la création récemment d'un commerce qu'il a lancé en plein confinement au mois de mai-juin. Et là, c'était une épicerie solidaire. Donc, vente en vrac et vraiment un exemple type d'entrepreneur, un jeune entrepreneur qui a voulu lancer ça, qui en avait le projet auparavant, quelques mois auparavant, et puis on s'est rencontrés et il m'avait sollicité. Donc, on a mis ça en place et en fait, comment dire, ça marche bien. Donc, ça veut dire que même en cas de crise, un bon commerçant, quelqu'un qui sait faire, il fonctionne bien. Et j'ai l'exemple aussi de quelques clients un petit peu moins récents qui fonctionnent bien. Donc, j'ai pas de crainte véritablement sur leur réussite et sur le fait qu'ils se sentirent bien. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui seront sans doute beaucoup plus touchés. Bon, dans le domaine des cafés-restaurants, par exemple, là, oui, s'ils n'ont pas su passer au click and connect et puis faire de la vente à emporter, des choses comme ça, continuer de faire tourner leur entreprise, ceux-là vont avoir beaucoup de soucis parce que s'ils n'ont pas eu de rentrée financière, puis également, bon, il y a ceux qui sont propriétaires de leur commerce et donc qui n'ont pas de loyer à régler, et puis ceux qui sont en location et qui, eux, ont des charges locatives importantes hein, à assumer. Et c'est certain qu'il va y avoir des drames, hein, ça c'est clair. Hein, mais bon, on ne peut pas augurer de l'avenir, hein, mais bon, c'est vrai que ça va être difficile. Et puis il y a tous ces milliards qui ont été lâchés à cette occasion-là et qui ont été dispensés. Heureusement, bon, avec la BCE qui a été derrière quand même, mais je pense que ça va être quand même dur pour tout le monde. Il y aura des efforts. On ne peut pas avoir dépensé comme on a dépensé là pour la crise et c'est pas terminé sans avoir à rembourser. Bien sûr. Hein? Je suis d'accord. Bénédicte, tu as une question? Alors, je suis vraiment désolée, je vais me permettre de vous couper parce que je suis au CFA et on me vire des locaux. Donc, je ne vais pas pouvoir suivre la fin de la conférence. J'en suis vraiment désolée. Merci en tout cas beaucoup pour votre participation. Pas de souci. Et bravo à vous les filles pour l'organisation. Merci. Bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Au revoir. Bénédicte, j'écoute ta question. Merci Mégane. Monsieur Bois, j'avais une question parce que par rapport à l'échange qu'on a eu avec vous, moi j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis posé la question pourquoi vous êtes, je ne sais pas si vous l'avez peut-être dit, si vous n'êtes pas, vous tournez pas vers le domaine de l'apprentissage. On a beaucoup de professeurs qui sont d'anciens professionnels ou même des retraités, donc ça vous, de transmettre tout ce que vous avez appris, toutes vos connaissances, parce que vous ne nous avez pas seulement répondu, mais en même temps, vous nous donnez des conseils. J'ai trouvé ça, pour moi, c'est un plus-value et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Oui, effectivement. Effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai été sollicité par le Crédit Mutuel pour faire un petit peu dans ce domaine-là. Bon, je l'ai fait un peu à la Banque de France aussi, hein, mais c'est vrai que ça ne me déplairait pas. Mais déjà, il y a beaucoup d'occupations, j'ai beaucoup d'occupations. Comme me dit mon cardiologue, je suis un retraité hyperactif. C'est-à-dire que je ne connais pas le canapé ni la télévision. Et puis j'ai quand même 68 ans, donc c'est vrai que j'ai une expérience, mais il me manque un peu de modernité.
Bon, sauf que le Crédit Mutuel m'aide quand même beaucoup dans le... Mais c'est vrai que oui, j'ai toujours aimé transmettre. Donc, effectivement, c'est une voie. C'est une voie qui pourrait être envisageable, effectivement. D'accord. Maintenant, après, il faut être sollicité, il faut être connu de personnes qui sont dans le domaine, etc., quoi. Hein. Mais oui, ce serait quelque chose qui ne me déplairait pas, parce que là, moi aussi, j'ai passé là un bon moment avec vous et j'ai apprécié hein, vos questions et votre intérêt. Donc, c'est vrai que oui, ça pourrait être envisageable. Oui, oui. Merci, Monsieur Bois. Je vous en prie. Maëlle, tu as une question? Oui, Monsieur Bois, j'ai une question. Déjà, sachez que vous êtes connu maintenant au CFA-IGS. Je pense que, enfin, j'espère qu'on vous proposera de venir faire des interventions. Et moi, j'avais une question par rapport au fait que vous travaillez dans une banque mutualiste, enfin sociétaire un peu, voilà, de ce genre. Est-ce qu'il y a vraiment un réel une plus-value pour les clients qui sont dans ce genre de banque plutôt que dans une banque commerciale dans la vie de tous les jours ou pas? Parce que moi, je vois vos campagnes publicitaires, mais je ne sais pas si réellement dans la vraie vie, le client est traité différemment, si les produits sont différents, les offres, et j'aimerais bien que vous puissiez me le dire. Alors, les produits, hein, je vous ai dit tout à l'heure, les produits, ce sont quasiment les mêmes que dans les autres banques. On ne peut pas déroger à la réglementation. Et les produits, ils sont adaptés à la réglementation telle qu'on nous demande de procéder hein, par rapport à cela. Mais effectivement, il y a quand même une philosophie dans le traitement des clients qui est tout à fait différente. Je pense, je fais la comparaison entre la Banque Populaire où j'ai travaillé 10 ans et la banque et le Crédit Mutuel maintenant où je suis. À la Banque Populaire, les assemblées générales étaient régionales. C'est-à-dire que la plupart des clients ne venaient pas. Ils se faisaient représenter en donnant un mandat. On ne connaissait pas les personnes qui étaient administrateurs de la banque, ou mal. Alors que sur un cercle plus local, tel qu'on le procède au Crédit Mutuel, puisqu'il y a quand même il y a 181 caisses en Île-de-France, par exemple. Vous voyez donc, il y a une proximité qui rend, qui fait ressortir une humanité un peu dans le comportement. Et puis, il y a cet aspect mutualiste là, dont vous voulez parler, qui est lié aussi au système d'assurance. Il y a une solidarité. Et je vais vous donner un exemple concret, très concret, de ce que dont j'ai été témoin l'an dernier. J'assistais, parce qu'on s'invite entre présidents de caisse dans les mêmes secteurs à peu près, et j'ai été invité à une assemblée générale où les parents d'une jeune fille qui était étudiante et qui habitait Paris, dans l'immeuble qui a brûlé suite à l'incendie d'une boulangerie. C'était, je crois, dans le 9e arrondissement de Paris. Et donc, dans la nuit, ils ont évacué les immeubles. Hein, et elle s'est retrouvée à la rue. Et dans la nuit, les assurances du Crédit Mutuel, depuis Strasbourg, lorsqu'il y a eu l'annonce de l'accident, aussitôt, ils se sont renseignés pour savoir s'ils n'avaient pas des assurés qui étaient dans l'immeuble. Et aussitôt, le lendemain matin, elle avait un virement de 5 000 € qui lui a été envoyé par les ACM. Et il lui paye encore le logement qu'elle occupe, le nouveau logement qu'elle occupe
Donc il y a quand même une solidarité, vous voyez. Je ne sais pas si d'autres compagnies en auraient fait autant. Pour vous donner un exemple, par rapport à la pandémie là, dont on parlait tout à l'heure, dans le cadre du règlement général des assurances, lorsqu'il y a une pandémie, les assurances n'ont pas à intervenir dans les contrats. C'est-à-dire qu'ils n'indemnisent pas les assurés. Pour ce qui s'agissait des commerçants, les commerçants, quelquefois, enfin pas quelquefois, on leur propose d'assurer leur chiffre d'affaires au cas où ils auraient un problème. Et en fait, lorsque les problèmes se sont posés, que la pandémie a bien été installée, le premier assureur enfin, il a été demandé par le gouvernement d'indemniser les personnes malgré le fait de cette clause de non-indemnisation. Et AXA a refusé et les assurances ont refusé. Le Crédit Mutuel a dit non, nous on va faire. On a fait, bien entendu, pas la totalité, mais on a beaucoup aidé les gens qui ont été touchés par la pandémie à ce niveau-là, et on a été la première assurance à le faire. Alors d'autres après s'y sont mis quand ils ont vu le mouvement, hein, mais on a été la première assurance à lancer ça. Et vous voyez, ça fait partie de l'esprit mutualiste. On ne se limite pas simplement à notre fonction d'établissement financier ou d'assurance. Également, on a un fonds spécial d'aide qu'on gère, qui nous permet, lorsqu'il y a des gens qui sont en faiblesse, en précarité, de les aider. Alors, par exemple, on avait appris ça ne s'est pas passé à Juvisy, hein, mais en région parisienne, quelqu'un avait perdu son emploi, il dormait dans sa camionnette, il était dans une situation, et dans l'hiver, il était dans une situation qui s'est dite, parce qu'il faut qu'on sache, mais on a fait intervenir ce fonds. Et il avait besoin, il s'était fait voler ses outils, etc. Donc on a financé des tas de choses comme ça. Et on fait également une dame dont le mari avait assisté au Bataclan et avait été tué au Bataclan lors de l'attentat. C'est pareil, on a pris en charge et on l'a aidé. Et je ne sais pas si tous les organismes, si les autres organismes financiers ou assurances font ce genre de choses. Je ne fais pas de la publicité pour le Crédit Mutuel, mais je le vis alors. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Hein. Mais l'esprit mutualiste est là. Et il est là entre les administrateurs aussi. Franchement, de même, le personnel, quelqu'un qui entre qui est un petit peu connu, et bon, ça nous arrive souvent puisque on est quand même une caisse locale. C'est bonjour monsieur machin, bonjour madame Mintel. On connaît les gens par leur nom et on les salue. Bintou est là comme témoin. Hein, elle a dû voir se faire. On les salue par leur nom et il y a une humanité, il y a quelque chose qui, en plus, quelque chose, un petit plus. C'est vrai. Alors, merci Monsieur Bois. Alors, pour terminer cette conférence, moi j'avais une dernière question. Oui. Alors, si vous n'aviez pas été dans la banque, quel domaine vous auriez voulu aller? Dans quel domaine vous auriez pu aller? Bon, je vais vous parler un peu de ma santé, mais bon, en fait, très jeune, j'ai eu un problème d'audition et j'ai été réformé de l'armée, alors que je voulais être gendarme. Voilà. D'accord. Donc, je m'apprêtais à aller dans la gendarmerie, si j'avais pu y rentrer. Voilà. C'est un autre domaine, complètement différent. Ah, tout à fait différent. Mais humain quand même aussi, hein, oui. Quelque part. Hein.
Oui, mais on voit que vous avez un peu cette personnalité, vous êtes vous aimez être proche des gens, les conseiller. Enfin, tout à l'heure, vous disiez que quand vous avez travaillé à la Banque de France, un des métiers qui vous a le plus plu, c'était vraiment quand vous étiez dans le social, etc. Et je trouve que ça se ressent énormément dans vos dires, donc ça ne m'étonne pas. Merci, Linda. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Personne? Ok, on va terminer cette conférence. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Je remercie Madame Platio de nous avoir aidés à faire cette conférence. Et évidemment, je remercie très fortement Monsieur Bois. Donc, je vous remercie, je vous félicite pour votre parcours. Merci. Et je remercie aussi les filles, donc mon équipe. Voilà. Merci à tous. Mais moi, je vous remercie tous aussi d'avoir été aussi attentionnés et puis pour toutes vos questions. Et vraiment, ça a permis cette interactivité qui est vraiment essentielle dans ce genre d'échange. Hein, et vraiment, je suis vraiment satisfait également d'avoir participé et très honoré d'avoir participé à votre conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien. Merci beaucoup, Monsieur Bois. Félicitations pour votre parcours et vous êtes bien évidemment bienvenue à l'école quand vous le souhaitez. Et quand il y aura des étudiants, malheureusement, dans le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué, mais on espère que prochainement, on pourra tous se retrouver à l'école et vous êtes bien sûr le bienvenu. Bravo à l'équipe, l'équipe organisatrice aussi, et puis merci aux étudiants qui ont participé à cette conférence. Merci. Merci. Bravo les filles. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.